Bonjour Sandrine, merci beaucoup d'être venue pour l'enregistrement au micro du Talent Podcast. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être invitée. Merci beaucoup Chloé. Avec grand plaisir et pour démarrer pas du tout dans le vif du sujet, tu le sais, la première question de ce podcast, c'est qu'est-ce que les gens qui te suivent, qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu as bien envie de leur livrer sur toi, que tu n'as pas encore dit ailleurs? Que j'ai pas encore dit ailleurs. Alors, je pourrais parler de ma passion pour l'œnologie. Je suis passionnée de vin, je suis particulièrement spécialiste en champagne. Une passion qui m'occupe beaucoup quand je ne travaille pas. Et parfois, je prends sur mon temps de travail pour travailler ce sujet-là. Et je suis aussi fan du groupe Queen. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas dit nulle part. J'ai gagné un concours de sosie de Freddie Mercury. C'est pas vrai. Si. Tu sais, c'était la soirée gênante où t'arrives et en fait, il y a personne qui est déguisé sauf toi. Et donc, tu gagnes. Par défaut. Eh ben, écoute. Voilà. En fait, personne n'avait joué le jeu sauf moi. Donc, j'ai dit à l'organisateur, on est d'accord que j'ai gagné quand même. Qu'est-ce que tu as gagné, Sandrine? Alors, j'ai gagné une casquette Hard Rock Café, un mug et un DVD d'un concert à Liverpool. Écoute, c'est toujours bon à prendre. Et donc, du coup, on reparlera hors antenne de ta passion pour le que champagne. Nous partageons pour le champagne, très clairement. Sache que si tu avais choisi un créneau différent dans la journée pour l'enregistrement de ce podcast, nous aurions pu l'enregistrer avec du champagne. Toujours au frais ici. Sachez-le. En tout cas, pour revenir à un sujet plus sérieux, mais qu'on peut aussi traiter de façon ludique, je le sais, puisqu'on s'en est parlé aussi sous des angles différents. Le sujet de la rémunération, ça prend pas mal de place en entreprise et tu le traites aussi comme un sujet émotionnel. Donc j'aimerais vraiment démarrer par cette question-là. Pourquoi est-ce que tu penses que les entreprises aujourd'hui devraient appréhender le sujet de la rémunération comme un sujet émotionnel avant tout ? Le sujet de l'émotion, moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'étais salariée. Il y a un constat que finalement, tout ce qu'on fait en matière de rémunération, ça ne suffit pas. Les gens ne sont jamais contents. Alors parfois, on décide de ne pas traiter le sujet parce qu'on se dit, de toute façon, les gens ne sont pas contents. Et il y a vraiment quelque chose de spécifique à la rémunération, je trouve, en RH. C'est si je travaille en formation, j'ai beaucoup de respect pour nos camarades en formation, je travaille sur le plan de formation de l'entreprise, peu de chances que ça émeuve les gens. Si je fais un truc en rémunération, même si ça ne concerne pas tout le monde, les gens vont avoir un avis. Et en général, un avis plutôt costaud, très émotif, en fait, quelque part. C'est vrai. Et donc, c'est là où je me dis vraiment, la rémunération, on voudrait le voir comme quelque chose d'objectif, parce qu'on parle d'argent, et que l'argent, en économie, c'est juste un moyen. Alors, je sais pas si désincarné, c'est le mot qui convient à quelque chose qui est quand même physique, mais on voudrait penser que l'argent, la rémunération, c'est juste un moyen de valider une transaction et que ça ne porte pas autre chose. Oui. Moi, au contraire, je pense que ça porte énormément. Un salarié qui vient te demander une augmentation, il vient te demander de l'argent, mais pas que. Et si tu ne traites que la partie argent, tu passes à côté du sujet et tu vas continuer à avoir des relations peut-être tendues avec cette personne. Et au final, tu me diras, et en plus, il dit pas merci. Ce que beaucoup de dirigeantes m'ont dit quand je me suis lancée à mon compte et que j'ai rencontré beaucoup de gens pour essayer de voir quel accompagnement je pouvais apporter aux plus petites structures, parce que moi, je viens du CAC 40. Et j'étais très curieuse du monde des TPE, PME, ETI. Et parfois, je rencontrais des dirigeantes qui avaient été très moteurs, très zélés, qui avaient fait énormément de choses sur la rémunération, qui parfois étaient déçus du retour qu'ils et elles avaient reçu et me disaient, putain, et en plus, ils disent pas merci. Ce qui est le titre, du coup, de ma conférence, où on parle de la difficulté qu'on a en entreprise à aborder le sujet de la rémunération et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Ouais, et je pense que tous les managers qui nous écoutent, qui ont un jour dû répondre à un collaborateur qui venait avec une demande d'augmentation, se demandent bien qu'est-ce qu'il y a d'autre. La personne qui vient de voir, on en reparlera plus tard, mais si tu devais donner un élément un peu concret tout de suite sur cette problématique à laquelle beaucoup ont été confrontés, du collaborateur qui vient, qui te demande une augmentation et en fait qui n'attend pas que de l'argent, qu'est-ce qu'il attend d'autre ? Tu vois, c'est chacune d'entre nous a un dialogue de l'argent. Alors, il y a une sociologue française qui parle vraiment de dialogue de l'argent, où l'argent veut dire quelque chose. Pour certaines personnes, ça va être la justice. C'est-à-dire, j'ai besoin de justice et je sais que je suis pas assez bien payée par rapport à mon job, par rapport au marché, par rapport à mes collègues. Finalement, quand je viens demander de l'argent, je viens demander qu'on me rende justice. Si tu n'entends pas ce besoin de justice, ce qui est pas facile, parce que quand on est manager, on a un milliard de trucs à faire, on n'est pas là pour écouter les besoins émotionnels de tout le monde, et c'est ok. Et souvent, la personne qui vient te demander justice, elle a même pas conscience que ce qu'elle vient demander, c'est la justice.
Donc, si tu ne l'entends pas, tu vas le traiter de manière un peu froide, de dire effectivement, cette personne mérite une augmentation et tu le traites de manière froide. La personne en face, elle aura son argent, elle aura son augmentation, mais elle restera frustrée de « on n'a pas reconnu que pendant un moment, j'étais dans une situation qui était injuste. On ne m'a pas dit les mots. Effectivement, la situation que tu as subie est injuste. On va réparer cette injustice. » Et là, on a parfois des dialogues justement avec des managers qui disent « mais j'ai fait ce qu'elle voulait. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contente ?» Et en face, la personne qui reçoit son argent, mais qui reste toujours très frustrée et qui reste un peu en colère contre son manager. Ouais, c'est un vrai sujet parce que finalement, quand tu dis qu'une grosse partie du chemin a été fait par l'entreprise dans ces cas-là pour reconnaître ce que demande finalement le collaborateur, tout ça peut être en fait quelque part gâché assez facilement par la façon dont on accompagne le message, la façon dont on le délivre. Et j'ai l'impression que les managers sont pas toujours super équipés pour communiquer autour des sujets d'argent. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'ils sont pas. On parle souvent de manque de courage managérial, ce qui est le cas. On va pas le nier. Mais je pense que cette absence de courage, elle est liée au fait qu'on les forme pas assez et qu'on leur donne pas assez parfois la vraie responsabilité. Si certaines disent non mais tu sais c'est pas moi, c'est la RH, c'est parce que c'est pas clair que c'est leur job, c'est pas clair pour leurs équipes, c'est pas clair pour eux. En tout cas, il y a un flou dans lequel ils et elles sont ravis de se mettre. Donc, on les forme pas assez, parce que parler d'argent, même quand ça concerne un collaborateur, une collaboratrice, c'est désagréable. On n'a pas envie que son collaboratrice vienne nous parler d'argent. Donc, si on n'est pas formé à ça, c'est compliqué. Si on n'est pas formé non plus à accueillir la demande, on n'est pas bien non plus. Et si parfois, il y a des managers, et dans tout type de structure, par contre, et dans tout secteur, parfois, les managers ne comprennent même pas le fonctionnement, les process internes. Alors, on a tous et toutes les grandes lignes, on voit à peu près, mais finalement, quand ils sont face à un collaborateur, une collaboratrice et qu'ils doivent délivrer un message, finalement, c'est pas si clair que ça pour moi. Le rythme d'augmentation, les montants d'augmentation, la personne en face, elle me dit qu'elle n'est pas bien payée, mais comment je peux le vérifier ? C'est vrai, c'est pas vrai, sur quoi je me base ? Bref, il y a plein de choses, il y a trop de flou, on forme pas assez les managers. Parfois, on me dit, mais si, bien sûr, on les a formés, on a fait une formation manager, et puis toutes les informations, elles sont sur l'intranet ou sur le Notion, ou quelle que soit la plateforme. Je pense il y a un truc qu'il faut qu'on admette tous collectivement, tous et toutes collectivement, c'est qu'on est tous et toutes de très mauvaise foi. C'est comme ça. Donc, les collaborateurs, collaboratrices, oui, il va falloir leur expliquer les choses 50 fois. Oui, les managers, il faudra leur expliquer les choses 50 fois. C'est comme ça. Et quand je dis tous et tous, c'est même à la RH. Parfois, on me dit, oulala, récemment, j'ai eu, mais nous, on n'a pas besoin d'une politique de rémunération. On en a une qui est en place, entre parenthèses, depuis 18 ans. Je dis, mince, si même la personne qui l'écrit, elle voit pas une forme de mauvaise foi. Donc, je pense qu'on gagnerait tous et toutes du temps à se dire, OK, partons du principe que je suis de mauvaise foi. Donc, comment est-ce que je peux moi-même m'auto-corriger ou contourner le truc ? Ouais, c'est passionnant. On va revenir sous l'angle manager et quels tips on peut leur donner aussi, même si, oui, c'est un travail de longue haleine, il faut de la pédagogie, il faut revenir dessus, etc. Mais il y a un vrai sujet dans ce que tu dis qui est aussi repose sur le manque de clarté qui a souvent enrobé le sujet de la politique de rémunération en entreprise. Le flou, tu parlais tout à l'heure du flou. Et au centre des débats sur la rémunération, il y a ce sujet qui fait tant parler, qui est celui de la transparence salariale, qui va un peu s'imposer, en tout cas à un certain type d'entreprise. Il y a plein d'idées qui circulent sur ce sujet. Il y en a des plus ou moins justes. Il y a un peu les mythes et les réalités autour de la transparence salariale. Je pense qu'on a tous été à un dîner où les gens ont compris le sujet de 1000 façons différentes. Si tu devais nous résumer en 3 minutes ce que dit cette loi et à quoi ça nous prépare, qu'est-ce que tu nous dirais ? Tu vois, on parlait de mauvaise foi. Moi, je rencontre des RH qui, en introduction de l'explication de la directive, je rencontre des RH qui me disent on va pas y aller tout de suite, on va pas commencer à préparer la transparence, ce qui, de mon point de vue, est une erreur stratégique. Travailler sa politique de rémunération, la déployer et mettre en place la transparence, c'est long. Ça demande qu'on prenne le temps, qu'on discute beaucoup, qu'on fasse des allers-retours. Vous voyez, là, j'ai une cliente qui travaille dessus. J'ai une cliente, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Alors, elle avance petit pas par petit pas, mais ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de cette stabilité. Donc, quand aujourd'hui, on me dit, pouloulou, 2026, c'est loin, on a du temps. Non, en fait, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et donc, parfois, on me dit, non seulement c'est loin 2026, mais en plus, la loi n'existe pas. Il y a une directive européenne, il n'y a pas encore de loi, ils n'ont pas encore commencé à travailler dessus. On a un gouvernement depuis pas bien longtemps, c'est pas le dossier le plus urgent. Donc, comme on ne sait pas ce qu'il y aura dans cette loi, on va attendre que la loi elle soit sortie. Il faut être vraiment au pied du mur. Voilà. Et là, vraiment, pour moi, ça c'est vraiment un cas
de mauvaise foi, mais manifeste. Parce que certes, la loi va apporter des choses à cette directive. Elle va comment dire, préciser. Oui. Pardon. Elle va préciser des éléments. Elle va mettre des durées, des délais. Elle va muscler un peu le texte, mais 90% du texte, justement, on l'a déjà dans la directive. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette directive ? La directive, moi, je vois ça un peu comme quatre grandes parties. Une grande partie, c'est sur le droit à l'information. Le premier volet du droit à l'information, c'est au moment du recrutement. Il faut que tous les candidates, avant de venir au premier entretien, aient eu connaissance du package. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de le salaire dans l'offre d'emploi, parce qu'en vrai, juridiquement, ce sera le moyen le plus sûr de démontrer en cas de litige que oui, on a donné les informations aux personnes qui ont candidaté. Donc de donner une fourchette, quelque part. De donner une fourchette. Parce que si on ne veut pas mettre la fourchette dans les offres d'emploi, ce qu'on pourrait faire, c'est ne pas mettre la fourchette dans les offres d'emploi. Alors là, j'aimerais pas être l'entreprise qui va oser faire ça, parce que personne ne va cliquer sur recruter. Certainement. Même si aujourd'hui, c'est encore une majorité, on est d'accord. Oui. Hein, oui. Et quand le candidate confirme son entretien, il faudrait qu'on lui envoie un truc à signer pour qu'elle certifie qu'elle a bien eu accès aux informations de rémunération de l'entreprise. Déjà que la fonction RH est trop administrative, sérieusement. Donc, pour ça qu'on parle beaucoup de mettre le salaire dans les offres d'emploi, c'est le moyen juridique le plus simple de s'assurer que tout le monde a eu l'info. Donc, le droit à l'information, il commence par là. Avant de venir en entretien, mais il faut qu'on s'assure que les gens ont eu accès à la fourchette de salaire. Quand tu parles du droit à l'info, c'est pour l'externe seulement ou ça s'applique à l'interne ? Pour l'interne. Okay. Et typiquement, le droit à l'info, là, pour les offres d'emploi, effectivement, ça s'adresse à l'externe, mais c'est le futur interne. Avant de venir en entreprise, tu sais quel sera ton traitement. Ton traitement au sens salarial. Oui. Ensuite, une fois qu'on est en interne, on aura le droit de demander des informations. On aura le droit de demander quelles sont statistiquement parlant en interne, comment sont rémunérés les gens qui occupent le même poste que moi. Statistiquement, du coup. Voilà. Et donc, le problème avec la moyenne, c'est qu'il y a des gens au-dessus et des gens en dessous. Bien sûr. Donc, je pourrais demander, tiens, par rapport à la médiane ou la moyenne que vous m'avez fournie, moi, je me situe plutôt là. Pourquoi ? Et là, il va falloir expliquer à la personne. Dire, oui, mais en fait, tu vois, compte tenu de ton ancienneté, de ta juniorité, de tes performances ces dernières années. Et donc ça, pour pouvoir l'expliquer, il va bien falloir à un moment donné qu'on se soit posé dessus, qu'on ait bien défini les règles pour être solide quand la personne va demander les infos. D'où le fait que ça s'anticipe dès maintenant, effectivement. Le fait que ça s'anticipe dès maintenant. Et tu vois, je fais une toute petite parenthèse, mais parfois je travaille avec des entreprises pour définir les politiques de rémunération et on fait travailler tout le CODIR dessus. En se disant, voilà, tout le CODIR, tous les dirigeants doivent porter le message auprès des équipes, donc c'est important que tout le monde participe aux travaux dès le départ. Et au début, tout le monde est aligné. Voilà, tout le monde est aligné, tout le monde est dans la même boîte, tout le monde veut les mêmes choses, c'est super. Et très vite, on voit que les gens, en fait, sont pas alignés sur pas mal de choses. Par exemple, bête, mais la performance. Moi, c'est un mot qu'on me dit plusieurs fois par jour. On me dit, nous, un des trucs, la rémunération, ça dépend de la performance. Ok, super. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi la performance ? Et là, donc, on me prend un peu pour une idiote, mais j'ai de la chance, les gens sont polis. Ils finissent pas, ils répondent la plupart du temps. Les gens avec qui je travaille sont polis. Sur les gens pas polis, tu les détectes avant et surtout, tu vas pas bosser avec. Le privilège d'être freelance. Et mais en général, je vois qu'à un moment donné, cette question, elle gêne un peu, genre, mais stupide ou quoi ? Enfin, c'est quand même très clair. Performance. Les gens sont polis, ils font l'effort de verbaliser, et là, tu te rends compte qu'autour de la table, on se parle pas de la même chose. Premier constat, c'est quand même gênant que les différents dirigeants d'une entreprise ne parlent pas de la même chose aux salariés. Donc, tout ça pour illustrer le fait que c'est long de construire une politique de rémunération, c'est long de se mettre d'accord sur de quoi dépendent les salaires, quel comportement professionnel on veut stimuler. Et tu vois, autre parenthèse, je vais finir par te la décrire à la directive. J'y connais bien. J'y arrive, mais tu vois, j'avais bossé pour une boîte, il y avait 3 dirigeants. Et en bossant avec eux, il y en a un, lui, ce qu'il habitait, c'était le collectif. Le collectif. Je te le mettais à une phrase sur 2, le collectif. On a tous nos... Là où un autre... Et c'est OK, hein. Mais ce qui était gênant et ce qui a fait que tout a été très dur, très compliqué, et ils ne travaillent plus ensemble, donc c'est pas que ma faute, c'est un état d'esprit, mais un autre autour de la table, un autre des dirigeants, et là je te parle des dirigeants fondateurs, pas le CODIR, je parle pas du directeur com, non, là, c'est vraiment les 2 mecs qui ont monté la boîte, plus le 3e qui est arrivé pour apporter un peu d'équilibre, mais bref, il y en a un, il voyait tout à travers le prisme du collectif, et l'autre, il ne voulait valoriser que les comportements individuels. Ce qui est OK aussi, hein. Mais comment tu fais une politique de rémunération quand il y en a un, ce qui veut valoriser, c'est le collectif, et l'autre, il veut valoriser l'individuel? Tu mets les deux? Tu mets les deux, mais chacun va avoir le dessus. Moi, je suis pour mettre les deux, hein. Je trouve ça super.
Mais quand il y en a un qui dit le plus... c'est le conseil que tu nous as donné. Tiens, je suis cohérente avec moi-même. Hein. C'est sur bande maintenant. Quand il y en a un qui dit le plus important, c'est le collectif, et qui dit non, le plus important, c'est l'individuel, ça met du temps, là aussi, de finalement bien décortiquer les trucs et de trancher. Après, le bénéfice collatéral, finalement, de travailler sur les politiques de rémunération, c'est que ça te fait travailler sur des sujets d'alignement hyper structurants. Ouais. Tu vois, la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Et voilà. Et on y vient. Et justement, cette directive-là, elle va imposer, notamment via le droit à l'information, que l'entreprise mette à disposition des équipes tout un tas d'infos. Mais évidemment, les gens ne vont pas se satisfaire d'un chiffre, ils vont poser des questions, et donc il faut être en mesure de répondre aux questions. Sinon, tu fous le feu, j'allais dire à l'usine. À la boîte. À la boîte, quelle que soit sa forme. Autre point, c'est sur ce droit à l'information, il y a aussi, pour les entreprises d'une certaine taille, on va muscler un peu plus l'index égalité homme-femme. Ouais. Voilà, qui déjà fait pas fureur, mais là, on va rajouter des indicateurs pour pouvoir répondre aux besoins de la directive. Ouais. Et dans les grandes entreprises, donc, il va falloir que ces chiffres-là, on les présente aux élus. Jusqu'ici, tu vas me dire, oui, ça, on sait faire. Qu'on fait. Qu'on leur rende des comptes et qu'on prenne des rendez-vous avec eux. De leur dire, constat, ce chiffre-là, il n'est pas bon. Voilà ce que nous allons mettre en place dans les 6 mois, 1 an à venir. Et donc, on prend rendez-vous dans 6 mois, 1 an, pour vous présenter. Et il y a des obligations de résultats, de timeline, comment ça se passe ? Alors, faut voir dans le détail. Ça, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, il y a des comptes à rendre aux élus. Et quand tu dis à tes élus, on se voit dans 6 mois pour parler de ça, si 6 mois après, tu dis, pas le time. Bougé. Les gars, pas le time. C'était pas ma priorité. Ça va pas être entendable. Et dernier point, pour moi, important sur ce droit à l'information, il y a aussi que, en tant que dirigeante, tu dois fournir à tes équipes les informations qui expliquent les évolutions de salaire. Comment mon salaire peut évoluer ? Et récemment, j'ai travaillé avec une entreprise qui était partie sur une transparence radicale. Ils ont fait une grille et ils l'ont publiée. C'est-à-dire ? Eh bien, ils ont mis sur le notion interne, voilà, de dire, voilà, il y a une grille, il y a 7 niveaux, donc par métier, tac, les salaires. Et là, problème en interne, les gens disent, mais ok, super. Alors moi, je suis niveau E. Comment je passe au niveau au-dessus ? Niveau C ? D. Merci. L'alphabet, c'est pas acquis. Hein. Moi, mon truc, c'est les chiffres. Hein. Les lettres, tout de suite, on fait moins la maline. Bref. Et là, du coup, quand il y a cette grille et que tu dis, ok, je suis niveau E, le salaire, j'aimerais bien aller au niveau D. On dit, ah bah non, ça, on peut pas te le dire. Ah d'accord. Oui. Donc je sais combien je peux gagner en passant au niveau du dessus, mais je ne sais pas ce qu'on attend de moi pour passer au niveau du dessus. Mais ce qui top le sujet classique de promotion interne, hein, c'est dans la plupart des boîtes, de toute façon, les gens n'ont pas d'éléments très objectifs, très factuels sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, je serai promu et je pourrais évoluer vers un rôle de manager, par exemple, un rôle différent. Il y a toujours eu un flou là-dessus. Il y a souvent un flou parce qu'on ne prend pas le temps de structurer ces choses-là, parce qu'on ne se rend pas compte ou on ne veut pas se rendre compte, parce qu'on est de mauvaise foi, je le rappelle, que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent et que quand tu prends des décisions sensées, dans le sens tu les as pensées, c'est pas juste toi qui as mouliné ça tout seul dans ta tête sans jamais le poser sur papier ou le challenger avec d'autres personnes. Tu vois, il y a un truc, on parle pas de rémunération d'entreprise. J'ai fait un truc insupportable, j'ai commencé une phrase, je me suis arrêtée pour en attaquer une autre. Je m'excuse auprès des personnes qui écoutent. Je sais que c'est insupportable, vraiment désolée. Parfois, on me dit, on ne veut pas parler de ce sujet, la rémunération en entreprise, parce que si on le fait, en fait, en face de nous, on aura des gens qui seront pas d'accord, et donc ça va y avoir une situation de conflit, et on veut pas de ça. Et sauf qu'en fait, on n'en parle pas, et il y a quand même des mécontantes, qui râlent à la machine à café, qui parlent de leurs idées plus ou moins justes, hein. On a tous et toutes été témoins d'informations qui circulaient qui étaient profondément fausses, parce que la personne avait mal compris, parce qu'elle a comblé les vides avec ce qu'elle savait. Donc au final, ne pas parler de rémunération pour pas remuer la merde, pour le dire pas très joliment, c'est un leurre. Là aussi, mauvaise foi 2000. Évidemment, les gens vont continuer à en parler. C'est ça, c'est laisser la place à ce que leur compréhension se fasse autrement. Et là, on arrive sur un gros point faible des dirigeantes au sens large. On a peur que les gens ne soient pas d'accord avec nous. On veut que les gens soient d'accord avec nous. Alors quand on a peur qu'ils ne soient pas d'accord, on dit je vais pas parler de mes idées, comme ça je prends pas le risque qu'on me dise que je suis pas d'accord. Alors qu'en vrai, c'est pas important que les gens soient d'accord ou pas avec nous. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent. Et pour qu'ils comprennent, il faut qu'on ait bien pensé nos décisions, qu'on les ait challengées et qu'on leur explique. Moi, ma vision en tant que dirigeante, c'est ça. Pour moi, le salaire, il dépend de ça, il évolue comme ça. C'est ma vision. Voilà ce en quoi je crois. Donc c'est assumer que tu as vraiment bâti un système de rémunération
que tu vas l'expliquer et que potentiellement les gens vont pas être d'accord avec les Absolument. convictions que ça reflète. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de cette peur que les gens soient pas d'accord avec nous qu'on ne prend pas la parole à ce sujet et qu'on laisse les gens imaginer ce qu'ils veulent ou parfois faire des histoires où là il y en a pas forcément. Et donc, si j'en reviens à ma directive, tu vois, ce droit à l'information, ça va être un truc très lourd qui va demander énormément de bandes passantes aux équipes RH, parce que déjà, aujourd'hui, il va demander aux équipes RH de sortir des stats parmi tout ce qu'elles ont à faire, c'est pas gagné. Donc demain, il faudra mettre en place des outils. Alors là, quand on voit les budgets RH, on se marre. Il va falloir mettre en place des outils où, comme dans les films américains, tu tapotes sur ton clavier et tu as la stat qui tombe toute seule. Absolument. Le rêve de tous les compètes-men. Après, la question, effectivement, sans déborder l'équipe RH en termes de sollicitation. J'imagine que c'est aussi à ça qu'ils s'attendent. Et c'est ce qui peut arriver quand on n'a pas bien structuré les choses en amont. Si on a structuré les choses en amont, quand quelqu'un vient te voir pour te demander une stat, si tu l'as processé ce truc-là, tu la sors vite ta stat. Quand quelqu'un vient te demander comment évoluent les salaires, ça aussi, tu dis tiens, je te renvoie sur l'intranet. Et là aussi, moi, j'invite les gens à prendre la parole régulièrement sur ce sujet, pas que quand il y a un pépin, de régulièrement avoir un rendez-vous annuel pour rappeler quelles sont les règles dans l'entreprise. Et justement, avant qu'il y ait cette directive européenne, il y avait un débat, tu vois, transparence, pas transparence. Sur LinkedIn, il y avait beaucoup de posts pour, contre, avec plein de débats. Moi, de mon point de vue, à l'époque, ce que je disais, la transparence, pour moi, c'est pas publier sa grille de salaire, c'est répondre à 2 questions. Comment mon salaire, il est défini, et de manière précise. Inutile de me dire que c'est un benchmark externe auquel je n'aurai jamais accès. Ça me convient pas. Et comment il est défini ? Ça veut dire assumer que de temps en temps, tu as des entreprises qui définissent le salaire en fonction du pouvoir de négo du candidat à un moment donné, ou du collaborateur. C'est aussi assumer ça, et aussi assumer, alors attention, je vais fâcher des gens, mais qu'il y a des fonctions qui sont moins bien payées que d'autres sur le marché. Et rien que ça, c'est compliqué quand même. Hein. Quand les grilles elles sont publiées en interne, oui, il y en a qui font un peu la tronche. Hein. Quand on te dit, ouais, moi je suis à la com, je vois mon salaire, je fais un peu la gueule. Quand je vois ce qu'ils sont payés à la tech ou à la finance, et là, tu vois, c'est ce que les gens pensent et ce qu'ils vont continuer de penser. Mais quand tu as structuré le truc en amont, tu peux le dire, oui, désolé, le marché de la com, il y a beaucoup de candidats, l'offre et la demande, les salaires sont bas, et ça va pas te faire plaisir, mais dans mon business, la strat, elle repose, je dis n'importe quoi, sur la tech ou sur la finance, pas sur la com. On est très content de ton boulot, on est très content que tu sois là, mais il faut que tu percutes que la strat, elle repose pas sur toi. Et ça, alors, faut le dire de manière beaucoup plus beaucoup plus ronde, mais on a compris l'idée. Mon truc, c'est les chiffres, c'est toujours pas les mots. Mais en tout cas, tu vois l'idée. Et cette directive-là, elle va nous forcer à faire cet exercice-là. Donc, tu disais, la première chose, c'est qu'on soit capable d'expliquer comment il est défini. Je t'ai interrompu. C'était quoi la deuxième ? Comment il va évoluer dans le temps. Et voilà. Comment il va évoluer dans le temps. Et là aussi, il faut être beaucoup plus précis que il y a un process annuel d'évaluation. Si l'évaluation elle est bonne, et puis s'il y a du budget, peut-être que en fonction de l'entreprise et des priorités, peut-être que tu vas passer. C'est pas du tout audible, ça. Enfin, c'est pas clair du tout. Moi, je dis, faut prendre un peu des risques et dire, chez nous, les gens sont augmentés un an sur 2, un an sur 3. On me dit, mais ça, on peut pas le dire. On peut pas le dire, mais moi, je regarde vos stats, c'est le cas. Il y a des gens qui sont augmentés tous les ans. Mais en majorité, je vois que les gens, c'est un an sur 2, un an sur 3. Et donc, effectivement, si je t'augmente pas au bout de 2 ans, tu vas me dire, comment ça, on m'avait dit un an sur 2. Et là, il va falloir que je te dise, ouais, mais Chloé, en fait, je suis pas contente. Et ça, on n'a pas envie de le dire. Ça, on préfère dire, ouais, mais bon, tu sais, c'est les budgets, c'est les RH, c'est le truc, c'est le machin. Parce qu'on n'a pas envie, j'ai pas envie d'avoir une conversation difficile avec toi. Et on en revient au fait d'avoir des conversations difficiles en entreprise. Tu vois, là aussi, parfois, je dis, mais il faut avoir des idées de montant. Parce que tu vois aussi, le montant, ça, c'est un sujet de divergence et de ressentiment et de déception qui est hyper fort. Parfois, les gens me disent, j'ai demandé une augmentation et j'ai eu 5%, je te dis un truc au pif. J'ai eu 5%, et je suis dégoûtée. Alors, moi, je viens du CAC 40, 5% d'augmentation, c'était bien, tu vois. Ouais, tu vois, on dit les grandes entreprises, pas mal d'environnements dans lesquels c'est pas mal, 5%. 5%, c'est bien, vraiment. J'ai dit, mais du coup, pourquoi t'es déçue ? Mais je voulais plus. Est-ce que t'as dit que tu voulais plus ? Non. Et souvent, ces gens-là, quand ils sont devant leur manager, ils demandent une augmentation, ils sont pas du tout précis, ils disent pas combien. Le manager va négocier un truc, leur rend la réponse, ils sont pas contents, ils font la gueule, le manager est frustré parce que lui, elle, est allée convaincre la RH de dégager du budget, et au final, elle fait la gueule. Et on en revient, et en plus, ils disent pas merci. Donc, en étant, et même parfois, il y a une personne, c'était chez une cliente, une jeune femme, très junior, qui était très déçue parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était 20% d'augmentation.
Ambitieux. Bon, alors, et là encore, on a eu le dialogue avec elle. Mais ambitieux, naïf, tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que si, dès le départ, elle avait dit à son manager, je veux être augmentée et je veux passer de temps à temps, soit 20% d'augmentation, son manager aurait tout de suite pu lui dire, écoute, j'entends la demande d'augmentation, on va regarder, on va en discuter, mais juste sache que les montants, c'est pas du tout ce qui se pratique dans notre entreprise. Et en même temps, dans ce que tu nous expliques de l'importance d'apporter de la clarté sur comment est-ce que ton salaire il va évoluer, avec ce type de mode de fonctionnement, demain, les gens ne vont plus négocier, ne vont plus arriver en disant je veux 10, je veux 20, je veux 30, parce que l'entreprise aura dit la réalité, c'est que voilà la façon dont il peut évoluer en fonction de ce que tu as fait. Tu vois, je repense à quelqu'un qui avait une politique de rémunération très transparente. Et pour le coup, eux, ils avaient bien fait le job, je mets les guillemets. Bien fait le job dans le sens où la politique était très claire, la grille était très claire, les niveaux étaient très clairs, tout était très clair. Un candidat est en passe d'être recruté dans l'entreprise. Par contre, le niveau sur lequel on le met, lui, ça le satisfait pas. Il veut le niveau du dessus. Et donc, on lui explique, le dirigeant et le RH de la boîte lui expliquent, en fait, nous, vu tous les entretiens qu'on a eus, les assessments, etc., nous, on te met vraiment dans cette case-là. Et le gars insiste. Il dit, non, moi, je vais être au-dessus. Non. Ce qu'ils ont fait, parce qu'ils le voulaient vraiment, ils disent, OK, fine, on te met à ce niveau-là. Par contre, droit dans les yeux, on va être implacable. C'est que là, mec, on va te marquer à la culotte. Et que si t'es pas au niveau que tu prétends avoir, du poste, ouais. Je suis désolée, il va falloir que tu sortes parce que on sera mal par rapport à notre politique, par rapport à plein de trucs. Et pour moi, ça c'est OK. Ouais. La personne, elle a négocié, elle a eu le niveau du dessus et ça s'est bien passé. Mais tu vois, la négociation, pour moi, elle va se porter vraiment sur les bonnes choses. Et là, récemment, sur LinkedIn, je voyais quelqu'un qui disait, bon, la directive, c'est très sympa et c'est sûrement plein de bonnes intentions. Mais au final, les gens qui se donnaient beaucoup de mal pour négocier, ils vont être moins bien traités, du coup les salaires vont descendre. Et là, chaque dirigeant doit répondre à cette question en son âme et conscience, et je ne juge personne, mais est-ce que le fait de savoir négocier est une compétence qu'on veut valoriser ? Si la réponse est non, c'est non alors. Non, c'est OK que la personne qui sait super bien négocier, elle a comme les autres. Et peut-être, alors attention, là on fait du oui au pays de la rémunération, on est quand même dans une société très individualiste. Et c'est pas une critique, c'est un constat. Il fut un temps où la rémunération était transparente. Avant les années 80, dans les entreprises, il y avait des grilles, il y avait des niveaux, les gens étaient dans la grille. En entreprise, le sujet de la rémunération était plus transparent. Avec les années 80 et tout ce qui s'est passé, on a individualisé les rémunérations. Donc on a foutu tout ça sous le tapis pour éviter d'expliquer aux uns et aux autres pourquoi est-ce qu'on les traitait différemment. Voilà. Et on en arrive 20 ans, 30 ans plus tard. 40 ans ? D'où Jésus. Je viens de prendre une claque. Pas. Plus tard, à une société très individualiste. Et peut-être, on va prendre le rendez-vous pendant 20 ans, mais peut-être qu'en ramenant la transparence sur le sujet de la rémunération, on va revenir à du collectif, à des négociations collectives. Et il y a un poids des négociations collectives plus importantes en entreprise. Aujourd'hui, les syndicats, j'ai beaucoup de respect pour les syndicats et c'est vraiment des projets auxquels je crois. Néanmoins, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui rigolent, surtout chez les cadres, qui ne voient pas, en fait, que peut leur apporter l'action collective. Donc peut-être que dans certains cas, oui, les salaires vont être nivelés par le bas. Et après, faut voir ça aussi au niveau d'un secteur. Ça, si dans un secteur, une entreprise pratique systématiquement des salaires bas, en fait, comme tout va être accessible, en tout cas les salaires sur les emplois, on va bien s'en rendre compte. Si c'est votre vision du poste, je vais peut-être aller ailleurs. Et alors, contre-exemple, mais par contre, c'est un contre-exemple qui est clairement abusé. J'en ai conscience, je vais le livrer, mais j'en ai conscience. Au début des années 2000, on a imposé la transparence de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des entreprises cotées. Donc, quand on est le dirigeant mandataire social d'une entreprise cotée, sa rémunération est publique. Ce qui a amené une très forte hausse des rémunérations des dirigeants concernés ces 20 dernières années. Donc, c'est étonnant de voir comment justement cette transparence qui a été demandée pour ramener de la rationalité et de la sobriété chez des gens qu'on soupçonnait de cramer la caisse de l'entreprise, finalement a amené à une inflation très forte de leur rémunération. Ouais, ça va être intéressant de voir, alors, je ne sais pas si on prend rendez-vous dans 20 ans, mais je pense que même avant, de voir les impacts de cette directive après sur les modes de fonctionnement, les rémunérations. Je reviens à la fameuse directive parce que sinon je sais que je vais oublier de boucler. Donc, le droit à l'information, quels sont les autres éléments de la directive qu'il faut connaître ? Moi, il y en a un qui me plaît beaucoup, qui ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est l'inversion de la charge de la preuve. Ok, c'est-à-dire ? Je travaille pour toi. J'estime que tu me discrimines. Il va falloir que je monte un dossier
Moi, je prends mes dernières évaluations, que j'essaie de récupérer les salaires des collègues, enfin, plein de choses pour dire, monsieur le juge, Chloé, elle me discrimine. Et monsieur le juge, il va faire l'étude de son dossier. Avec l'inversion de la charge de la preuve, je vais voir directement monsieur le juge. Et monsieur le juge, Chloé, elle me discrimine. Et c'est toi qui vas devoir monter le dossier pour prouver que pas du tout. Si je suis pas augmentée, c'est parce que je suis pas bonne. Et donc, pour ça va pas faire plaisir à tout le monde, ça. Et donc, pour ça, il va falloir que les évals soient faites et bien faites. Formaliser. Faut formaliser. Parce que, alors, il y a des entreprises où on les fait pas, et des entreprises où on les fait de manière hyper consensuelle parce qu'on n'a pas envie d'avoir la discussion qui fâche. Donc, quand tu vas aller voir monsieur le juge avec un dossier dans lequel toutes mes évals sont bonnes, il va falloir lui expliquer pourquoi ça fait 3 ans que je suis pas augmentée. Tu vois, je me marre. Oui. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc-là qui va pas mal alourdir, qui peut beaucoup alourdir les services RH avec des démarches. Alors, il y a des gens pessimistes qui disent que ça va exploser. Des gens optimistes qui disent... Je pense que ça va se maintenir parce que, mine de rien, oui, il y a des endroits où il y a déjà des conflits et ce sera un levier de plus pour faire chier, clairement. Après, ça reste épisodique. Alors, malheureusement, c'est toujours de ces cas-là, c'est toujours de ces salariés-là ou de ces trucs-là dont on parle parce que c'est des histoires vachement plus sympas à raconter à un déj que... Enfin, sympa à raconter, tu vois ce que je veux dire. Oui, que finalement, la personne n'est pas contente, on a discuté, ça va mieux. On se fait un peu chiasse déjà. Donc du coup, l'inversion de la charge de la preuve, je sens qu'il y en a qui nous écoutent, qui se disent oh là là, ça va en faire du boulot. Quel autre élément dans cette directive ? Alors, l'idée de la directive, au départ, c'était de ramener plus d'équité dans l'entreprise et de supprimer les biais, notamment le biais d'ancrage. Et alors, je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une formation dans un cabinet de conseil RH, des RH généralistes, et l'idée, c'était de mettre un petit vernis rémunération, et donc on a parlé de cette directive. Donc je détaille les différents éléments, et je parle de l'inversion de la charge de la preuve, qui pour moi est le truc, de mon point de vue, le plus chaud. Alors vraiment, ça a fait frémir personne. Hein. Ça va, un bide, ça arrive. Et j'arrive au point que je vais te parler, et là, mais la salle s'est retournée. Tollé. Ah, mais tollé. Ça, pendant un quart d'heure, ils sont partis dans des sujets, des débats entre eux, et que c'était pas possible, et vous vous rendez compte. Et je m'y attendais pas. Mais c'est pour lever ce biais d'ancrage, il va être interdit de demander aux candidates leur salaire actuel. Ah. Oui, c'est chaud, mais moi je me dis, tiens, c'est quand même le point le plus facile de la directive, parce que les autres te demandent de faire des choses, de mettre des choses en place. Ça te demande de ne plus faire un truc. Donc je me dis, bon. Plus facile à résoudre, en théorie. Mais effectivement, c'est une pratique très... J'avais les 20 RH en face de moi qui étaient tout tourneboulés, en disant, mais... parce que parfois, mine de rien, cette info, elle a du poids. C'est quand tu te dis, OK, je lance un recrutement, le poste, il est à 60, t'es très fier de toi, et que t'appelles 10 personnes, et que les 10 te disent qu'ils sont déjà à 60, voire à 70, là, tu peux dire, fichtre, est-ce que je me serais pas un peu plantée dans ma façon de peser le poste ? Et donc, tu peux encore rétropédaler. Si tu mets ton annonce à 60 et que personne ne postule, il va bien te falloir quelques semaines avant de dire, mince. Et si c'était le salaire ? Voilà. Et si c'était le salaire qui bloquait, et tu seras même pas sûr de toi, donc tu vois, tout ça va prendre plus de temps, ou c'est là où les RH que j'avais en face de moi étaient inquiétés vis-à-vis de ça. Néanmoins, on a tous et toutes des histoires de personnes qui, qu'on soit en interne ou en externe, qui justement disaient qu'elles étaient à 50, alors qu'elles auraient dû être à 60, mais bon, elles traînaient une mauvaise négociation au départ, et on s'est dit, ah bah, super, on aurait pu lui proposer 70, mais on lui proposait 60, elle va avoir l'impression d'avoir braqué la banque. Et donc, ce biais d'ancrage, il fait que des personnes qui ont mal négocié au départ, en fait, vont en pâtir toute leur vie, vont traîner ce truc-là, vont jamais pouvoir rattraper l'écart. Donc ça va être un élément de la directive. Et un autre élément aussi où il faut arrêter de faire un truc, c'est l'interdiction du secret salarial. Ok, c'est quoi le secret salarial ? Tu m'augmentes. Alors que tu as dit à tout le monde que c'était compliqué cette année. Et donc tu le fais parce que j'étais un peu, soit je suis très très bonne, soit je t'ai saoulée, soit les deux. Mais tu m'augmentes quand même en me disant, par contre, tu le dis à personne. Tu le dis à personne. Est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent évidemment. qu'il y a du secret ? Mais évidemment. Et j'ai beau dire et redire, mais la pédagogie c'est la répétition, il paraît. Vous achetez du temps quand vous faites ça. Vous achetez pas le silence, vous achetez du temps. C'est-à-dire que vous avez un peu de temps là. Mais pas beaucoup en général, parce que. Là, c'est toi et ta chance, quoi. Et donc, imagine, je le dis, bah, tu vas pouvoir m'en faire le reproche. Dire, non, mais t'abuses, je te faisais confiance. Et peut-être que tu vas m'en vouloir et peut-être me mettre un peu de côté. Donc, la loi t'interdit de demander le secret, c'est ça ? Il y a même des environnements dans lesquels on fait signer des papiers. On va dire, voilà, t'as pas le droit de divulguer ta rémunération. Un peu de paperasse, on aime bien. Ça aussi, c'est verboten.
verboten. On ne peut pas interdire aux gens de parler de leur rémunération et on ne peut pas leur reprocher de l'avoir fait. L'idée, c'est que les gens ne se sentent pas en danger si on partage nos salaires à la machine à café. Ce qui, de toute façon, se passe. Il faut quand même le dire, hein, mais bon. Ce qui, de toute façon, finit par se passer. Et il y a quelque chose... Il y avait je sais plus qui a été le cabinet de conseil qui avait sorti ça, je crois que c'est Yomoni, qui avait fait une enquête sur quand est-ce qu'on parle de rémunération. Et il disait, alors, on parle très peu de rémunération avec des inconnus. Entre deux rendez-vous, je me pose dans un café, je rencontre quelqu'un, on discute, il me demande ma REM, va mourir. Jamais de la vie, je te donne... dis moi je suis payé. Très très peu de gens dans l'enquête disent qu'ils seraient prêts à en parler. Ensuite, est-ce qu'on en parle en famille ? Donc, un peu plus de gens sont prêts à en parler en famille, mais quand on en parle en famille, on diminue ses revenus. Ça dépend de combien gagne ta famille, mais oui. on arrondit vers le bas, on oublie la prime, enfin, voilà. Et quand on en parle au boulot, là, on arrondit un peu vers le haut, là, on exagère un peu ses revenus. Parce qu'on se compare, et c'est ça qui fait que la rémunération, c'est un sujet qui est compliqué à aborder, parce que quand on parle de sa rémunération, en fait, on confond notre valeur en tant que personne avec la valeur de notre CV. Et tu vois, un jour, je donnais des cours à des M2 RH, et je leur disais, blabla, la rémunération, c'est difficile, le tabou, la culture. Et ces très jeunes personnes me disent, attendez, madame, nous, notre génération, n'a pas ce problème-là. Ce qui est très désagréable, parce qu'ils me mettent à distance d'eux. Ça, c'est un autre débat. Okay, donc vous n'avez pas, les jeunes, donc vous n'avez pas de problème pour parler de votre rémunération. Ils sont là, mais non, pas du tout, le tabou, c'est un truc de vieux, c'est à cause de ça que les gens sont mal payés. Ok. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour... Merci. Et donc, je cible une jeune femme dans la salle qui était hyper... Alors, il faut savoir que c'était des apprentis. Ils étaient en contrat d'apprentissage, donc ils avaient un salaire. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, un salaire quand même oui. très structuré, n'est-ce pas ? Oui, très structuré, qui répond à une grille, il y a des contraintes légales. Donc oui, c'est plus facile de parler de ta rémunération quand elle est légale. Absolument. Et donc, je lui demande, vous parlez de votre salaire au boulot ? Elle fait, mais oui, bien sûr, pas de souci. Okay. Vous en parlez avec votre famille ? Mais oui, bien sûr, pas de souci. Vous en parlez avec vos potes ? Oui, bien sûr. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on peut rester sur cette petite seconde-là ? Fait, non, mais c'est parce que j'en parle pas à tous mes potes. Qui on n'en parle pas alors ? Tiens. Elle dit non, parce que elle bosse, elle est en RH, et j'ai des amis, ils sont en finance, et ils sont sales. Et ils gagnent plus. Et ils gagnent plus que moi, et je ne veux pas qu'ils pensent que ce que je fais, c'est moins bien qu'eux. Ah, mais les jeunes, on n'est pas sortis d'affaires, en fait. Oui, ils sont capables d'en parler davantage, mais il y a encore cette gêne qui est très émotionnelle, finalement, du peur du jugement. Et donc, quand on est en famille, on veut pas que les autres nous envient, donc on diminue un petit peu. Mais quand on est au boulot, on peut envie que les autres nous voient un peu plus beau qu'on est. Bien sûr. Donc on augmente un petit peu. Donc finalement, même chez les jeunes, il reste un sujet. Et puis après, je pense qu'il y a un sujet, sûrement aussi très culturel. Comme pour pas mal d'autres sujets, on peut pas mettre toute une génération dans le même sac. Voilà. On le fait parce que c'est pratique de catégoriser, mais il faut voir les choses de manière beaucoup plus large. Alors, j'ai une question assez rapide, mais je pouvais pas te recevoir pour parler de rémunération sans amener ce sujet. Évidemment, c'est le sujet de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui fait aussi beaucoup parler. Concrètement, sur ce sujet, est-ce que finalement la transparence salariale notamment, mais de toute façon les obligations qui poussent à réduire le gap entre les salaires des femmes et des hommes à poste égal, où est-ce qu'on en est ? Et qu'est-ce qui reste à faire selon toi ? On va commencer par une note positive. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients du sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des choses et qui continuent de faire des choses. Maintenant, comme on est en France et qu'on va aussi voir les choses négatives, moi je constate déjà une vraie... je ne sais pas si quelqu'un a traduit ce terme en français, sociologiquement parlant j'entends, mais de la diversity fatigue. Ah oui. De la fatigue des mesures de diversité. Et où finalement, ça fait longtemps maintenant qu'on parle des mesures pour aider, favoriser les profils féminins, et qu'il y a un petit côté de ça daille quoi. C'est bon, on l'a fait, on a fait plein d'efforts. Et j'avais un client qui était dans une entreprise qui faisait beaucoup d'efforts et beaucoup de mesures qui étaient faites en faveur des femmes, et notamment une enveloppe conséquente d'augmentation annuelle, où l'exercice en fait c'était en parallèle de l'exercice d'augmentation annuelle des salaires, de faire des stats pour voir qui sont les femmes qui sont en décalage, et parmi elles, lesquelles ont un décalage qui est pas logique. En fait, on se dit, mince, elle, c'est pas normal qu'elle soit qu'à ce niveau-là, elle aurait dû déjà être au niveau du dessus, et donc là, il y avait une petite enveloppe pour corriger ça. Et donc, comme il était très fier de lui, il voulait, pas loin de la journée de la femme, faire une conférence de presse pour annoncer les super résultats et toutes les mesures mises en place pour les femmes, et que les femmes, c'est super. Et il voulait produire un chiffre qui est, nous, on met tant sur la table tous les ans, et grâce à ça, dans X années, statistiquement, l'écart, il sera de 0. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se parle beaucoup de stats.
C'est ce qu'on produit, c'est de la stat. Et donc, il me demande, c'est combien X? Mets-moi un truc à X. C'est quoi? C'est 5, c'est 6, c'est 7 Une simulation sur combien d'années il allait leur falloir avec leur montant pour réduire l'écart. Et alors on était à 25. C'est vrai que c'est pas très inspirant, 25 Et encore, je lui ai dit 25, à condition que l'échantillon que j'ai étudié, enfin l'échantillon, donc l'entreprise, ne bouge pas. Il n'y en a pas une qui sort, il n'y en a pas une qui rentre. Et pareil pour les mecs, il n'y en a pas un qui rentre, il n'y en a pas un qui sort. Et le rythme d'augmentation est le même pendant 25 ans. C'est ça. Donc, c'est une entreprise qui allait très bien à l'époque. Donc, tu dis, pour peu que l'année d'après, il y ait un pépin, que tu réduises le volume d'augmentation. Enfin, il y a plein de choses. Et pourvu qu'une année, hasard, mais très possible, que les personnes les plus performantes ont été des mecs. Et donc, sur le process normal d'augmentation, on a augmenté plus de mecs parce que c'est eux qui méritaient le plus, sans faire de sexisme. Là, je perds une année de plus, quoi. Du coup, il n'a pas fait sa conférence de presse. Mais vraiment, je sais pas si ça lui a permis de voir que le sujet était bien plus complexe que uniquement mettre de l'argent sur la table. Et même ces mesures-là étaient un peu impopulaires. Parce que d'un côté, tu as les profils masculins qui se sentent en décalage parce que ils ont mal négocié ou qui pensent que ce sont des rockstars et que c'est pas le cas. Et tu as les profils féminins à qui un jour on dit, au fait, tu es en décalage. On le reconnaît et regarde, on te donne une augmentation. C'est pas comme ça que tu as envie d'être valorisé. Non, c'est pas comme ça que tu as envie d'être valorisé. Et que moi, j'entendais souvent des personnes qui disaient, mais moi, ça fait des plombes que je le dis. Et on me disait, mais non, mais pas du tout, on fait hyper attention. Et là, vous êtes en train de me dire que non, c'est le cas. Donc, on pourrait se dire, elles sont ingrates et en plus, on dit jamais merci. Oui, le fait est que ce sont pas des sujets si faciles. Si on prend que la technique, c'est pas si facile à piloter. Donc, il y a Diversity Fatigue qui est là, on a un peu marre de ce sujet. Il y a un petit début de backlash. Alors, je vais pas accuser Trump parce que je le constatais avant son élection, même si je pense qu'il va pas faire du bien à ce sujet-là, mais un petit début de backlash de même des dirigeants qui ont publiquement pris la parole pour dire que c'était bien la diversité, commencer un peu à faire quand même, Ouais. Et puis côté RH, j'ai l'impression aussi, tu me dis si tu perçois la même chose, mais tu te retrouves avec des RH qui doivent gérer ce sujet, mais un peu comme les quotas de femmes dans les instances dirigeantes, mais pareil, ce sujet de tout d'un coup à une échéance finalement relativement proche, il faut qu'on réduise ce gap qui s'est construit depuis des années en fait, et qui se retrouve un peu, tu vois, pas avec le bon budget pour faire ça, pas avec les bons moyens, et qui se disent comment je résous une situation qui a mis autant de temps à pourrir. Et on en revient à mon sorte de mauvaise foi. J'étais dans un club de dirigeants et à un moment donné, dans les valeurs du club, il y avait la diversité, l'équité, tous les choses belles qu'on a envie de dire qui nous ressemblent. Et on parlait donc de diversité et le débat part sans que je fais gaffe sur les quotas, c'est pas bien. Les quotas, on n'aime pas les quotas c'est pas bien. Moi, mon mari, il était en shortlist pour avoir un poste de DG, puis finalement c'est une femme qui l'a eu, c'est pas juste. Discussion à la. Tu peux tenir la soirée. J'ai envie de dire, mais en plus discussion de PMU, parce que pour cet exemple-là, si elle était en shortlist avec son mari, la nana était sûrement aussi brillante que lui, quoi. Enfin, ça s'est pas joué à juste c'est une femme. Ce sont deux personnes brillantes, on hésite entre les deux, et on a choisi la nana. C'est pas dire que on a promu une personne complètement incompétente pour prendre un job. Bref. On parle de tout ça, et moi, je dis, moi, je suis pour, en fait. Moi, je suis pour les quotas, je suis pour les procédures, je suis pour les mesures de contrôle, je suis pour les audits. Donc, d'abord, on me regarde comme une féministe en colère, et je leur explique, chez moi, dans ma vie privée, et dans ma vie, moi, le pro et le privé, ça se mélange beaucoup, mais dans ma vie, je suis plus entourée de femmes que d'hommes. C'est comme ça, c'est le hasard, c'est la vie. Si demain, je dois monter un conseil d'administration, spontanément, je vais citer que des nanas. Et si et des nanas très compétentes en qui j'ai confiance, et si personne ne me dit, dis donc cocotte, tu te fous de qui? Je ne vais pas faire l'effort de faire purée, c'est vrai, il faut mettre des mecs. Alors attends, il y a qui? Tu vois, lui pourrait être très bien là. Attends, s'il faut que j'en mette au moins la moitié, lui pourrait faire ça super bien. Tu vois, si on me ne force pas, dans ma mauvaise foi, je vais pas faire l'effort. Et je trouve ça un peu très arrogant, clairement un manque d'humilité de dire on n'en a pas besoin parce que nous on fait déjà les choses super bien. C'est non, on est tous de mauvaise foi et faire ce travail-là, ça nous permet de faire les choses en conscience et vraiment pouvoir affirmer que ce qu'on fait, ça a du sens. Et oui, comme tu disais, l'écart, il s'est creusé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, et parfois j'ai des discussions qui sont schizophréniques avec des RH, parfois des DRH masculins, où on est en réunion de travail, donc on n'est pas au PMU du coup en train de prendre des cafés. On est en réunion de travail, on parle du sujet équité homme-femme, on met des trucs en place, et ça finit par me dire, oui, mais tu vois, cette loi, elle est pas juste, blablabla, blablabla.
moi, me fatigue. C'est bon, c'est ta minute révolte, Sandrine, mais non, mais en fait, ça me fatigue parce que, je suis très avare de mon temps et ça me fait perdre du temps. Parce qu'en fait, il y a une loi, elle est là. Il faut l'appliquer. Donc moi, j'ai pas le temps de faire des discussions PMU, j'ai pas le temps. En fait, qu'on y croit ou pas. Voilà. Ensuite, faut revenir à, une fois n'est pas coutume, je citais Georges Clemenceau. Clemenceau disait, c'est pas très populaire de citer Clemenceau. Ça fait très bien dans un podcast, vas-y. La loi, elle est là pour protéger les plus faibles. Alors si pendant des décennies, on a fait n'importe quoi, et on arrive à une situation qui est profondément inéquitable, on va faire une loi pour essayer de réparer le truc. Et oui, il y a des situations qui seront pas nickel. Et si on se disait qu'on avançait, qu'on arrêtait d'alimenter de notre mauvaise foi, et en plus, pourquoi ? Pour se rassurer. Ouais. Et qu'on se concentrait un peu sur concrètement quel plan d'action on met en place maintenant. Alors justement, il me reste 2 ou 3 questions max pour toi, Sandrine, et tu vas voir qu'ils sont très orientés plan d'action. La première, si on devait résumer, tu te retrouves demain face à un public de managers qui nous écoutent et qui se sentent pas suffisamment équipés pour parler d'argent efficacement. S'il y avait 3 conseils que tu leur donnerais, ce serait quoi ? Le premier, il faut pas en parler sans se préparer. Okay. Quelqu'un rentre dans ton bureau en te disant « Chloé, je voudrais te parler. Oui, c'est à quel sujet ? En fait, j'aimerais être augmentée. » Là, tu mets un stop direct. Tu dis « Non, Sandrine, je te propose qu'on prenne rendez-vous. Okay. » Ça, c'est un piège. Et alors, pareil, si les gens veulent négocier leur rémunération, il faut qu'ils prennent rendez-vous. Enfin, vraiment, la préparation, elle est clé. Okay. Donc déjà, on n'en parle pas entre 2 portes, sur un coin de table, entre 2 réunions. On se prépare. On se prépare. Et quand je dis on se prépare, là, on reprend les dossiers, quoi. On prend les dernières évaluations. Les dernières, pas la dernière. On reprend l'historique de la personne qui demande. Donc là, il faut contacter sa RH, de dire, tiens, est-ce que tu peux me rappeler à combien la personne est arrivée ? Quand est-ce qu'elle a été augmentée ? De combien ? Les primes, etc., etc. On demande à sa RH de nous réexpliquer, même si la RH, elle râle parce que c'est la 50e fois, expliquer une 50e fois quel est le process interne et de quoi ça dépend. Et ensuite, on fait un examen de conscience. Dire, toute seule, dans mon bureau, sans personne, est-ce que je trouve que la demande d'augmentation, elle est censée ou pas ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Donc ça, c'est mon premier conseil. La préparation, elle est clé parce que c'est ce qui va nous permettre d'être solide sur nos appuis. Okay. Et c'est ce qui nous manque souvent en rémunération. Parce qu'on n'a pas de base, on ne sait pas parler d'argent, on ne sait pas parler de rémunération. Donc on est souvent un peu fragile sur le sujet. Donc la préparation, hyper importante. Ensuite, quand on est en face de la personne, il faut faire un truc. C'est de l'écoute active. Okay. Et il faut user et abuser du pourquoi. Je sais que je suis pas bien payée, pourquoi tu dis ça ? Oui, sur le marché, pourquoi tu dis ça ? Quelle source ? Comment ? Enfin, vraiment, essayer de pousser la personne à parler le plus possible, à spécifier ses arguments au maximum. Déjà, ça nous permet déjà de voir vraiment l'ensemble de sa carte mentale, de tout ce qui se passe, de potentiellement comprendre quelle est la demande. C'est pas facile, mais des fois, quand on arrête de s'écouter soi, ses émotions et le fait que ça nous saoule et que c'est désagréable, et c'est normal, c'est hyper humain, mais quand on arrête de s'écouter soi et qu'on écoute l'autre, des fois, ça clignote. Et on se dit, mais purée, j'ai jamais fait gaffe. Mais lui, son sujet, c'est ça. J'avais eu le cas dans une entreprise où, en fait, il y avait une personne qui était tout le temps en train de demander des augmentations et ça n'allait jamais, et ça gonflait tout le monde, mais il était brillant, donc... On lui pardonnait. Mais en fait, ce type, lui, son moteur, c'était la progression. Il voulait progresser. Et mine de rien, le salaire... c'est un indicateur, mais c'est pas le seul. Lui, ce qu'il aurait fallu... faut lui donner d'autres choses, faut lui donner un autre poste, faut lui donner du pouvoir, faut lui donner... C'est ça qui le faisait vibrer. Donc, avoir l'argent, c'était ce qu'il demandait et c'était important, mais pas que. Et que tant qu'on lui aurait pas donné du pouvoir, ou en tout cas le sentiment qu'il progressait dans sa carrière, il allait régulièrement revenir à la charge en râlant et en se sentant pas écouté. C'est ça aussi qui est fou, c'est que les gens, tu les laisses parler, puis ils disent je suis pas écouté. Peut-être parce que des fois, on les a pas vraiment écoutés. Bref. Deuxième conseil, l'écoute active. L'écoute active, et en dehors de... je sais qu'il y a des gens, ça les agace quand je dis ça, ils disent oui, moi je suis pas le psy de mes collaborateurs, blablabla. En dehors de l'aspect émotionnel et de comprendre quelle est la demande cachée, pousser la personne à spécifier ses arguments, ça nous aide à affiner les nôtres. Quand quelqu'un vient nous dire je veux une augmentation, pourquoi tu dis ça, et que la personne, après 50 pourquoi, elle n'arrive pas à démontrer que son poste a augmenté, que ses responsabilités ont augmenté, que son... dire écoute, ça fait 1 heure qu'on parle et je n'entends toujours pas d'argument qui justifie une augmentation de salaire. C'est quand même une discussion beaucoup plus profonde que la personne, elle va repartir, elle va faire la gueule, mais vraiment, il y aura pas la cassure de on m'a pas écouté, on m'a pas respecté. Non, ça fait, et vraiment on t'a écouté et on allait creuser au fond. Et ensuite, ces arguments-là,
on peut aussi, nous, s'en servir à la RH. C'est-à-dire que quand on va voir la RH pour dire non, mais je pense que cette personne, il faut l'augmenter, on a des arguments. On dit, attends, j'ai bien bossé le dossier, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Ouais, donc vraiment, l'écoute active. Et enfin, le troisième conseil. Donc il y a l'avant, pendant et après, j'imagine. Il faut pas rester sur un non. Quand on dit à quelqu'un non, je t'augmente pas, c'est inaudible. Donc ce que je propose, moi, c'est de pas finir là-dessus et de dire voilà, je ne t'augmente pas pour telle raison. Maintenant, si c'est vraiment ce que tu veux, si c'est ce poste que tu veux, ce niveau que tu veux ou ce montant d'augmentation que tu veux, moi, ce que j'attends de toi, c'est ça. Donner des perspectives. Et je te propose qu'on en reparle dans 6 mois. Donc cette année, c'est mort. L'année prochaine, peut-être. Et en tant que manager, je vais t'accompagner là-dedans. Donc dans 6 mois, on se revoit pour voir est-ce que tu es sur le bon chemin. Donc voilà. Et oui, intéressant. Et ça veut dire que voilà, il faut accepter qu'il va y avoir une deuxième conversation sur un sujet que déjà on n'avait peut-être pas envie de traiter la première fois et qui est nécessaire. Mais en fait, la rémunération, c'est un sujet qui est tabou. Ça, on le sait. Et les tabous, ça s'auto-entretient. Moins on en parle, plus c'est difficile d'en parler. Et vraiment, plus on parle d'un sujet qui est pas facile, plus c'est facile d'en parler. Donc au départ, oui, ça sera douloureux, oui, ce sera désagréable, mais ensuite, ça le sera moins et on arrivera à des discussions moins passionnées, moins émotives, en tout cas, est-ce qu'on peut parler de discussions sereines ? Je sais pas, mais en tout cas, on aura des échanges plus productifs, objectifs. Ok, passionnant. Tu t'en as donné pas mal pendant l'échange, mais donc du coup, j'aimerais ton meilleur conseil à destination d'une audience RH qui nous écoute aujourd'hui et qui réfléchit sur le sujet de justement cette législation européenne. Ce serait quoi le conseil qu'il faut retenir pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé à bosser dessus ? Alors, faut s'y mettre. Faut s'y mettre très vite. Et moi, j'aime bien dire, il faut... Alors, peut-être parce que c'est comme ça que moi, je pense, faut sortir du bureau. Il faut vraiment sortir du bureau, louer un espace une après-midi avec l'équipe RH. On se casse du bureau, on n'est pas joignable cet après-midi. On revoit sa politique de rémunération. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a encore du sens ? Oui, non. Parce qu'une politique, c'est au service d'un projet, c'est au service d'une stratégie, c'est le reflet d'une culture. Quand on me disait, oui, nous, ça fait 18 ans, je pense que c'est un peu daté. Bon, ça, l'exemple, il est caricatural. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on fait en matière de rémunération, c'est encore pertinent ou pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer ? Et ensuite, une fois qu'on s'est dit ça va évoluer, donc on se fait son petit calendrier, et on se dit, OK, maintenant, on va être transparent à 100%. C'est quoi les étapes et c'est quoi le calendrier ? Et si on se fixe une échéance, je suis n'importe quoi, mais si on se dit mars 2026, on est transparent, ça passe par quoi ? Et on fait des petits pas. On fait des petits pas, des petites choses, enfin, tout ça, on le pose sur le papier. Alors, j'aime bien le papier, parce que dès qu'on l'a posé, des fois, on se dit, c'est moins impressionnant que tout ce qu'on a dans la tête. Dans notre tête, ça a l'air d'être un monstre total, et sur le papier, enfin non, ça va, en fait, on va gérer. Ça devient plus simple. Petit pas par petit pas, parce qu'en fait, quand on fait un petit pas, s'il se trouve que c'était pas la bonne idée, c'est facile de rétro-pédaler. Ce qui souvent fait peur les RH, on me dit on veut pas le faire parce que si jamais on se plante, c'est trop gros. Non, en fait, allez-y petit à petit. Ouais, et je confirme, partage d'expérience sans rentrer dans quoi que ce soit de confidentiel, mais donc nous, chez Authentique Talent, on a souhaité se faire accompagner par toi il y a quelques mois sur le sujet de la rémunération, et ça paraissait énorme. Je le dis aussi pour rassurer ceux qui ne sont pas mis là-dedans, ça paraissait énorme en termes de boulot, surtout pour une structure de notre taille. Et au final, effectivement, le fait d'itérer et de poser progressivement des choses sur le papier, même si c'est de l'amélioration continue, et on sait que le truc il n'est pas figé pour 10 ans, mais ça rend les choses beaucoup plus acceptables, digestes, concrètes. Donc voilà, je vais l'utiliser aussi pour rassurer ceux qui réfléchissent à ça et qui ne sont pas hyper armés ou équipés en interne. Mais tu vois là, on peut partager la toute première étape du travail qu'on fait ensemble et que je fais avec tout le monde. C'est-à-dire la première étape, moi je mets sur papier tout ce que j'ai entendu. C'est-à-dire voilà, il se trouve que tu n'avais pas de politique de rémunération, mais des fois il y en a une. Des fois, je veux dire, voilà ce que j'ai voilà le document. Si aujourd'hui on devait faire un document sur votre politique de rémunération, ce serait ça. Et vu quand c'est sur le papier, tu vois tout ce qui est choquant, Absolument. Tout ce qui est pas logique, tout ce qui est pas clair, tous les trous. Et après, une fois que tu as ce document-là avec tous ces trous ou tous ces trucs pas clairs, tu vas dire OK, en fait, la prio c'est ce trou-là. Et ça, on se donne 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois pour le résoudre. Il faut embarquer des gens quand même. Et c'est là où, et sans rien divulguer de confidentiel non plus, tu parlais de la taille de ta structure. Ça nous a pris plusieurs mois. Oui.
Et c'est pas fini. On n'a pas fait que ça. Mais non, mais personne ne fait que ça. Non, c'est pas fini. Mais justement, c'est aussi rassurant de se dire, c'est pas gravé dans le marbre et il y a des choses qu'on va continuer à améliorer step by step. Et ce qui est intéressant, tu dis, on n'a pas fait que ça, mais non, mais en fait, personne ne fait que ça. Et parfois, on me dit, mais moi, et ça arrive plus qu'on le pense, mais on me dit, mais non, mais moi, je le veux dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je veux ma politique de REM. Je dis, non. En fait, c'est même pas mon temps à moi qui est important. C'est-à-dire, moi, je pourrais dire, oui, ok, je viens 2 semaines, je facture 2 semaines et en avant Guingamp. Non. Parce que les gens, déjà, eux, n'ont pas 2 semaines full pour travailler là-dessus, que je ne peux pas travailler seule. En fait, je ne fais pas grand-chose à part accompagner, pousser, donner du fond. Mais il faut digérer. Ça amène beaucoup de digestion. Il y a le temps de digestion. Et quand je te disais tout à l'heure, j'ai une cliente, ça fait 1 an et demi qu'elle est dessus, elle n'est pas au bout. Elle n'est pas au bout. Mais il y a ce temps de digestion, d'appropriation des dirigeants, parce que quand tu commences un projet en te disant on va être transparent, c'est-à-dire. Et là, j'en avais un avant la directive. Quand je l'ai rencontré, il fallait faire sa grille de rémunération, sa politique, tout ça. Il voulait pas être transparent. Il me dit non, la transparence, il faisait partie des gens qui sur les teams disaient non, 2 questions. Et en fait, je l'ai revu 1 an et demi après, et il me dit là, on y va. On va où? Il me dit on va être transparent. C'est-à-dire, il me dit en fait, c'est bon, on est prêt. Ça faisait tellement longtemps qu'ils en parlaient, qu'ils se sentaient forts. Ils disaient, en fait, c'est bon, on va y aller, comme ça, ce sera fait, on n'en parlera plus. Eh ben oui. Mais il y a un temps d'appropriation, de préparation, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça que je dis, faut s'y mettre maintenant, parce que 2026, ça arrivait vite. Et travailler sur sa politique de rémunération et sur la transparence, a fortiori, ça prend du temps. Mais c'est très valorisé aujourd'hui par les salariés. Les entreprises qui le font ont une image d'entreprise progressiste. On dit, c'est super, t'as vu, ils sont transparents, j'adorerais bosser là-bas. Toi, tu connais la boîte, non, tu fitterais pas du tout avec la culture, le truc, le machin, et c'est ok. Mais une fois que la loi, elle sera passée, les entreprises auront autant de taf, mais elles seront pas reconnues pour ça. En juin 2026, quand la loi, elle sera tombée, tu fais ce boulot de transparence, tu réunis toutes tes équipes en disant, les gars, on est transparents, ils vont dire, et alors, tu veux une médaille? Enfin, tu respectes la loi, en fait. Tu veux pas non plus qu'on te félicite pour ça. Donc c'est là où vraiment je pense que la transparence, c'est un truc qui est douloureux, donc il faut prendre ce qui est de bon là-dedans, et à savoir l'image que ça peut renvoyer. Finalement, c'est aussi un atout pour la marque employeur. Évidemment. Si c'est bien fait. Merci beaucoup Sandrine, c'est passionnant, on pourrait passer des heures et partir dans plein de directions différentes. Mais si jamais on se pose encore d'autres questions sur ce vaste sujet, je sais que tu nous laisses avec ton livre qui nous permettra d'explorer beaucoup plus. Donc merci pour ça. Avec plaisir.